L'empereur Napoléon IV contemplait les écrans holographiques flottant devant lui dans la salle stratégique orbitale de la station Europa Prime. 210 années s'étaient écoulées depuis Waterloo et l'héritage Bonaparte renaissait parmi les étoiles avec une magnificence que même le grand empereur n'aurait pu imaginer. Mars venait de tomber sous contrôle européen après 3 mois de siège orbital, mais les colonies britanniques d'Alpha Centauri mobilisaient déjà leur flotte de guerre, leurs cuirassés stellaires étincelant dans le vide intersidéral comme des diamants mortels. Les rapports affluaient de tous secteurs. Titan résistait encore aux forces russes, Jupiter servait de base arrière aux Américains, tandis que les Chinois consolidaient leur position dans la ceinture d'astéroïdes. Cette guerre froide spatiale durait depuis 50 ans, ponctuée d'escarmouches sanglantes et de batailles rangées autour des lunes de Saturne. Maréchal Dubois, ordonna-t-il, à son aide de camp cybernétique dont les implants neuraux clignotaient faiblement dans la pénombre bleutée. Activez les protocoles de téléportation militaire. Notre grande armée stellaire marchera vers Proxima cette nuit même. Le maréchal, ancien pilote d'élite reconverti dans la stratégie quantique, inclina respectueusement sa tête augmentée de circuits de doré. Ses yeux artificiels analysèrent déjà les données tactiques, calculant trajectoire et probabilité de succès avec la précision d'un ordinateur quantique. Dans les hangars spatiaux de la station, les soldats génétiquement modifiés s'alignaient selon un ordre parfait, leurs silhouettes imposantes témoignant des décennies d'évolution dirigée. Leurs exosquelettes Mark VII brillaient sous les néons bleus, chaque fantassin portant fièrement l'aigle doré, bonapartiste sur son plastron blindé de titane renforcé. Ces hommes représentaient l'aboutissement de 3 siècles de perfectionnement militaire français. Plus grands, plus forts, plus rapides que leurs ancêtres, mais animés du même esprit de gloire et de sacrifice. Le lieutenant Moreau, descendant direct d'un grognard d'Austerlitz, inspectait ses troupes d'un œil expert. À 28 ans, il commandait déjà 200 hommes d'élite, vétérans des campagnes martiennes et des raids contre les bases lunaires anglaises. Son visage scarifié portait les marques honorables du combat spatial. Une balafre laser sur la joue gauche, un œil bionique remplaçant celui perdu lors de l'assaut sur Phobos. Mais aujourd'hui, quelque chose perturbait l'atmosphère habituelle de préparation méthodique. Une tension électrique flottait dans l'air recyclé, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. Moreau sentit d'abord les vibrations, subtiles mais persistantes, remontant le long de la coque métallique. Puis vinrent les flashs lumineux, déchirant l'espace-temps avec une violence inouïe. Les portails dimensionnels s'ouvraient spontanément dans le vide, révélant des silhouettes impossibles à classifier selon les taxonomies connues. « Contact ennemi !» hurla-t-il dans son communicateur neural, sa voix amplifiée par les haut-parleurs du hangar. Mais ces créatures n'appartenaient ni aux Britanniques, ni aux Russes, ni à aucune des puissances terrestres engagées dans ce conflit séculaire. Elles venaient d'ailleurs, d'un ailleurs qui défiait toute logique physique établie par les savants humains. Les archontes émergèrent par dizaines de milliers des failles spatio-temporelles béantes, leurs formes fluctuantes défiant toute description cohérente. Grands de 3 mètres, ils semblaient constitués d'une matière cristalline vivante, changeant constamment d'apparence selon des patterns géométriques hypnotiques. Leurs visages, si l'on pouvait les nommer ainsi, s'ornaient de facettes multiples reflétant des couleurs inexistantes dans le spectre visible humain. Leur technologie dépassait celle des terriens comme la fusée dépassait la fronde primitive. Ils absorbaient l'énergie directement des étoiles par des collecteurs psychiques, manipulaient la matière par simple volonté consciente et leurs vaisseaux organismes phasaient entre dimensions parallèles comme des fantômes traversant les murs. Les premiers combats tourneront au massacre. Les croiseurs européens, ces bijoux technologiques représentant des décennies de recherche, explosaient au contact des rayons désintégrateurs archontes. Les chasseurs stellaires français, réputés invincibles depuis la bataille de Ganymède, tombaient par escadrilles entières sous les tirs d'armes incompréhensibles. Sur Europa Prime, Napoléon IV observait le désastre avec un calme apparent qui trompait son entourage. Intérieurement, son esprit stratégique analysait frénétiquement les données, cherchant une faille dans la cuirasse apparemment parfaite de l'ennemi. Les Bonaparte n'avaient jamais accepté la défaite, même face à l'impossible. « Sire !» annonça Dubois, ses circuits rougeoyants d'alarme, « nos pertes atteignent 75%. Les défenses lunaires sont complètement anéanties. New Paris brûle, Berlin orbital ne répond plus. » Les écrans tactiques affichaient une réalité brutale.
L'humanité perdait sa première guerre interstellaire en moins de 6 heures. Les archontes balayaient 3 siècles de progrès technologiques comme un tsunami efface un château de sable. Pourtant, l'empereur ne flancha point. Dans ses veines coulait le sang de celui qui avait conquis l'Europe, qui avait osé défier toutes les monarchies coalisées. Bonaparte n'avait jamais reculé devant l'insurmontable. Rassemblez mes maréchaux survivants. Contactez les Anglais, les Russes, les Chinois. Cette guerre n'oppose plus les nations humaines. Nous affrontons l'extinction pure et simple de notre espèce. Dans les profondeurs de Phobos, loin des combats faisant rage dans l'espace circumterrestre, le professeur Antoine Lavoisier 34 travaillait fébrilement sur son projet ultra secret. Descendant du grand chimiste guillotiné sous la Terreur, il avait consacré sa vie à percer les mystères du temps lui-même. Son laboratoire, creusé dans le roc de la lune martienne, abritait des équipements d'une complexité inouïe. Accélérateur de particules dimensionnelles, générateur de champs temporels, ordinateur quantique capable de calculer les probabilités d'existence de réalités alternatives. Depuis 20 ans, Lavoisier développait une théorie révolutionnaire, la manipulation directe du continuum espace-temps. Si seulement il parvenait à stabiliser les équations de Schrödinger appliquées aux macro-objets, l'humanité pourrait disposer d'une arme absolue contre n'importe quel envahisseur. « Professeur, combien de temps nous reste-t-il avant l'extinction complète ?» demanda Napoléon IV en pénétrant dans le laboratoire blindé de Phobos. L'empereur avait réussi à s'échapper d'Europa Prime dans une navette furtive, abandonnant sa flotte agonisante aux mains des archontes. Autour de lui, les survivants de son état-major observaient avec fascination les machines incompréhensibles du scientifique. Quelques heures tout au plus, Majesté. Les archontes convergent vers Terra selon un plan d'extermination méthodique. Mais j'ai peut-être découvert une solution extrêmement risquée. Lavoisier désigna son prototype, fruit de décennies de recherches acharnées. Une sphère de métamatière noire hérissée de cristaux énergétiques pulsant d'une lumière violette hypnotique. L'objet semblait absorber la lumière environnante, créant une zone d'ombre absolue dans laquelle l'œil humain peinait à distinguer les contours. Cette machine représente l'aboutissement de mes travaux sur la chronodynamique quantique. Elle peut théoriquement projeter un objet ou des informations dans le passé avec une précision temporelle de quelques minutes. Expliquez-vous plus clairement, professeur ? En 1805, votre illustre ancêtre Napoléon Bonaparte possédait déjà le génie tactique légendaire de votre lignée. Avec nos connaissances du futur, nos schémas technologiques, nos analyses de l'ennemi, il pourrait développer une science militaire révolutionnaire capable de repousser les archontes dès leur première tentative d'invasion terrestre. L'empereur fronça les sourcils, son esprit acéré, percevant immédiatement les implications vertigineuses de cette proposition. Vous suggérez que ces créatures ont déjà tenté d'envahir la Terre par le passé ? Exactement, sire. Mes recherches historiques, croisées avec les analyses xéno-archéologiques, révèlent des anomalies troublantes dans les archives du Premier Empire. La défaite de Waterloo, par exemple, présente des incohérences majeures que seule une intervention extraterrestre peut expliquer. Wellington n'était pas entièrement humain, continua Lavoisier d'une voix tremblante d'émotion. Mes analyses ADN posthumes, effectuées sur des échantillons prélevés dans son tombeau, révèlent des séquences génétiques impossibles selon les standards terrestres. Il dirigeait une avant-garde archonte infiltrée depuis des décennies dans l'aristocratie européenne. Les implications de cette révélation frappèrent à l'assistance comme un coup de tonnerre. L'histoire officielle, enseignée dans toutes les écoles de l'Empire, reposait donc sur un mensonge fondamental. La vraie bataille de Waterloo opposa Napoléon Ier aux envahisseurs extradimensionnels déguisés en coalition européenne. Sa défaite ne résultait pas d'erreurs tactiques ou de trahisons humaines, mais de l'intervention d'armes technologiquement supérieures. Cette défaite ouvrit une brèche temporelle que nos ennemis exploitent périodiquement pour affaiblir l'humanité. Des explosions titanesques secouèrent soudain la base de Phobos. Les archontes avaient localisé leur refuge et commencé leur assaut final. Les blindages de titane-diamant résisteraient peut-être une heure, guère davantage. Activez immédiatement votre machine, professeur. Nous n'avons littéralement plus le choix entre la victoire et l'anéantissement. Attention, sire, modifier le passé risque de créer des paradoxes temporels catastrophiques. Nous pourrions disparaître purement et simplement de cette ligne de réalité, ou pire encore, fragmenter l'univers en versions alternatives incohérentes. Mieux vaut ne jamais avoir existé que voir l'humanité réduite en esclavage par des parasites interdimensionnels. Lavoisier enclencha la séquence d'activation avec des gestes précis, malgré le tremblement de ses mains. Les cristaux s'illuminèrent progressivement,
L'espace se tordit selon des géométries non euclidiennes et un portail temporel chromé s'ouvrit vers l'année 1805, révélant les brumes dorées du passé. Au château de Fontainebleau, par une soirée brumeuse d'octobre 1805, Napoléon Bonaparte étudiait ses cartes de l'Europe avec cette concentration intense qui effrayait ses maréchaux. L'empereur préparait minutieusement la campagne d'Austerlitz, calculant mouvement et contre-mouvement avec la précision d'un horloger suisse. Soudain survint l'incident qui bouleverserait le cours de l'histoire universelle. Une sphère lumineuse de la taille d'un boulet de canon traversa le plafond sculpté sans causer le moindre dommage matériel, atterrit délicatement sur le bureau impérial entre les encriers et les sceaux, puis projeta des images holographiques d'une netteté saisissante. Bonaparte, habitué aux phénomènes inexpliqués depuis ses campagnes d'Égypte, observa le prodige avec curiosité plutôt qu'effroi. Il vit des soldats vêtus d'armures étranges, évoluant dans un vide étoilé, des vaisseaux titanesques voguant entre planètes, des batailles spatiales d'une violence inimaginable, et surtout, lui-même, mais vieilli, portant une couronne stellaire et commandant des flottes interplanétaires. « Mon empereur » résonna une voix venue de nulle part, empreinte de respect et d'urgence désespérée. « Je suis Napoléon IV, votre descendant direct. L'humanité court un danger mortel qui menace son existence même. Vous seul pouvez nous sauver en développant une science nouvelle basée sur ses plans et ses révélations. » Pendant 3 heures, les hologrammes déversèrent des siècles de connaissances, machines temporelles, générateurs d'énergie quantique, armes dimensionnelles, théories physiques révolutionnaires, analyses détaillées des faiblesses archontes. Des décennies d'avances technologiques se matérialisaient sous forme de schémas complexes, d'équations mathématiques et de données stratégiques. Bonaparte sourit de ce sourire carnassier qui avait terrorisé l'Europe. Enfin, un défi véritablement digne de son génie illimité. 10 années passèrent comme un rêve éveillé. Napoléon révolutionna l'Europe par ses innovations stupéfiantes, transformant l'Empire français en laboratoire technologique géant. Ses ingénieurs, dirigés par des savants comme Monge et Berthollet, élevés au rang de ministres scientifiques, construisirent des dirigeables à propulsion magnétique capables d'atteindre la stratosphère. Ces artificiers, sous la direction du général Éblé, reconvertis dans la physique quantique, forgèrent des canons tirant l'énergie pure, concentrée, capables de percer n'importe quel blindage métallique connu. Les arsenaux de Metz et de Toulouse produisaient des armes d'un type totalement inédit, utilisant des principes physiques que la science officielle ne découvrirait qu'au XXe siècle. Ces savants, rassemblés dans une académie impériale des sciences avancées, créée spécialement pour exploiter les révélations futures, percèrent les secrets de la téléportation, de la manipulation gravitationnelle, de la communication instantanée par intrication quantique. L'école polytechnique devint le centre mondial de recherche révolutionnaire, attirant les esprits les plus brillants d'Europe et d'Amérique. Lagrange développait des mathématiques multidimensionnelles, Laplace théorisait la courbure de l'espace-temps, tandis que le jeune Fresnel explorait les propriétés ondulatoires de la lumière quantique. Parallèlement, Napoléon restructura complètement son armée selon les principes tactiques transmis par son descendant. La grande armée de 1815 ne ressemblait plus à celle d'Austerlitz. Équipée d'exosquelettes primitifs mais efficaces, armée de fusils à énergie protégés par des boucliers électromagnétiques portables, elle représentait un saut évolutionnaire comparable au passage de l'âge de bronze à l'âge du fer. Les soldats français, entraînés selon des méthodes futuristes privilégiant la coordination mentale et la réactivité augmentée, surpassaient désormais leurs adversaires européens dans des proportions stupéfiantes. Un bataillon d'infanterie impériale pouvait anéantir une division ennemie traditionnelle sans subir de pertes significatives. En juin 1815, quand Wellington débarqua en Belgique avec ses troupes britanniques, l'empereur français était parfaitement préparé à affronter la véritable nature de son adversaire. L'état-major impérial, briefé sur les caractéristiques archontes, avait développé des tactiques spécifiquement adaptées au combat interdimensionnel. Les maréchaux Ney, Murat et Davout commandaient des corps d'armée équipés d'armes antimatière, de détecteurs de phase temporelle, de communicateurs quantiques immunisés contre les interférences psychiques ennemies. « Mes braves !» déclara Napoléon à ses soldats alignés dans la plaine de Mont-Saint-Jean, leurs exosquelettes marquent un étincelant sous le soleil matinal. Aujourd'hui, nous ne combattons pas seulement pour la France ou pour la gloire de nos aigles. Nous défendons l'avenir même de l'espèce humaine contre des envahisseurs venus d'autres dimensions. La bataille commença à l'aube selon un scénario apparemment classique.
Wellington disposait ses forces selon les formations traditionnelles, ses Anglais arborant les uniformes réglementaires de Sa Majesté britannique. Mais Napoléon, prévenu par les révélations futures, ordonna immédiatement l'activation des détecteurs dimensionnels. Les appareils révélèrent la supercherie. Sous leurs déguisements humains, les soldats de Wellington rayonnaient de signatures énergétiques impossibles. Leurs chevaux s'avéraient être des créatures biomécanoïdes, leurs canons dissimulaient des générateurs de rayons désintégrateurs. « Feu à volonté sur les positions ennemies », ordonna l'empereur. L'artillerie française, équipée de pièces à plasma développées selon les plans futuristes, ouvrit un déluge de feu d'une puissance inouïe. Les obus énergétiques, guidés par des calculateurs mécaniques de primitifs mais efficaces, s'abattirent sur les lignes anglo-archontes avec une précision millimétrique. Surpris par cette résistance technologique inattendue, Wellington révéla prématurément la véritable nature de ses troupes. Les soldats britanniques abandonnèrent leurs déguisements humains, dévoilant leur forme cristalline authentique, leurs armes psychiques, leur capacité de téléportation tactique. Mais cette fois, lorsque les archontes déployèrent leur arsenal interdimensionnel, ils trouvèrent face à eux une grande armée préparée à l'impossible, entraînée spécifiquement pour ce type de confrontation inédite. Les rayons des intégrateurs archontes rencontrèrent les boucliers énergétiques français avec des gerbes d'étincelles multicolores, illuminant le champ de bataille comme un feu d'artifice apocalyptique. Les créatures phaseuses, habituées à traverser la matière ordinaire, se heurtèrent au filet temporel conçu par Lavoisier Ier selon les instructions de son descendant futur. Wellington, démasqué comme hybride alien dirigeant l'avant-garde terrestre des envahisseurs, tomba sous les coups du sabre à plasma du maréchal Murat. Sa mort provoqua une déflagration dimensionnelle qui ouvrit une brèche temporelle géante au centre du champ de bataille. « En avant pour l'humanité !» rugit Napoléon en chargeant personnellement à la tête de sa garde impériale. Mais l'empereur ne se contentait pas de repousser l'invasion. Conformément aux enseignements stratégiques transmis par Napoléon IV, il avait préparé une contre-offensive d'ampleur galactique. Poursuivant l'ennemi à travers leur propre portail dimensionnel, la grande armée française envahit littéralement la dimension d'origine des archontes. Ce que découvrirent les soldats français dépassait leurs cauchemars les plus délirants. Un univers parallèle peuplé de milliards d'esclaves de toutes espèces, capturés lors de conquêtes multidimensionnelles s'étalant sur des millénaires. Les archontes dirigeaient un empire interdimensionnel basé sur l'exploitation systématique de civilisations moins avancées, libérant au passage des milliers d'espèces asservies, des humanoïdes cristallins de Proxima Centauri, des êtres gazeux d'Aldébaran, des intelligences collectives venues d'Andromède. L'armée napoléonienne devint le fer de lance d'une rébellion universelle contre la tyrannie archonte. Bonaparte, déployant son génie tactique dans un contexte multidimensionnel, coordonna cette révolte cosmique avec la même maestria qu'il avait montrée lors de ses campagnes européennes. Austerlitz, Iéna, Wagram n'étaient donc que des répétitions générales pour cette bataille finale opposant liberté et servitude à l'échelle de l'omnivers. 3 années de guerre interdimensionnelle s'achevèrent par la victoire complète des forces coalisées dirigées par Napoléon Bonaparte. La capitale archonte, mégalopole cristalline s'étendant sur plusieurs dimensions simultanément, tomba après un siège de 8 mois mené selon des principes tactiques révolutionnaires. L'empereur français planta personnellement le drapeau tricolore sur le palais du Grand Archonte suprême, proclamant l'abolition universelle de l'esclavage interdimensionnel et la création d'une confédération galactique des peuples libres. Les implications de cette victoire dépassaient largement le cadre militaire traditionnel. En développant une science avancée de 2 siècles grâce aux révélations futures, la France napoléonienne était devenue la première puissance technologique de l'histoire humaine. L'Empire français s'étendait désormais sur 14 systèmes stellaires, gouvernait 50 espèces intelligentes et disposait d'une flotte spatiale invincible. Wellington, capturé vivant malgré ses blessures, révéla sous interrogatoire l'ampleur du complot archonte. Depuis des millénaires, ces créatures infiltrèrent les civilisations émergentes pour les affaiblir de l'intérieur, préparant leurs invasions par des manipulations politiques et des conflits artificiels. Votre Waterloo historique n'était que le premier acte d'un plan d'asservissement s'étalant sur des siècles, avoua-t-il dans sa prison dimensionnelle. Nous pensions avoir définitivement brisé l'expansion humaine en 1815. Votre résistance inattendue a perturbé nos calculs temporels. Dans le futur modifié de l'an 2025, l'empereur Napoléon IV n'existait plus sous sa forme originelle.
À sa place, régnait Napoléon XXVII, souverain d'un empire pacifique s'étendant sur 14 galaxies colonisées par l'humanité et ses alliés interdimensionnels. L'humanité, avertie dès 1805 du danger extraterrestre par les révélations temporelles, avait développé une civilisation harmonieuse basée sur la coopération intergalactique plutôt que sur la domination militaire. Les guerres terrestres avaient cessé en 1820, remplacées par une expansion coloniale coordonnée vers les étoiles. La Terre était devenue le centre administratif d'une confédération rassemblant des milliers d'espèces intelligentes, toutes unies par les idéaux révolutionnaires français. Liberté, égalité, fraternité universelle. Paris abritait le Sénat galactique, Versailles servait de résidence aux ambassadeurs interdimensionnels, tandis que Lyon coordonnait les échanges commerciaux interstellaires. Les archontes, définitivement vaincus et rééduqués selon des principes humanistes, servaient désormais d'ambassadeurs spécialisés dans les contacts avec des civilisations hostiles. Leur connaissance approfondie des techniques d'invasion les rendait particulièrement efficaces pour négocier des traités de paix avec d'autres espèces conquérantes. Le professeur Lavoisier 34, dans cette timeline modifiée, dirigeait l'Institut temporel de la Sorbonne, étudiant les paradoxes créés par sa propre intervention dans le passé. Ses recherches avaient établi que l'univers possédait une remarquable capacité d'autocorrection, résolvant les contradictions temporelles par des ajustements subtils mais cohérents. Dans les archives temporelles conservées au Louvre galactique, les historiens du futur étudiaient encore les mécanismes complexes ayant permis cette transformation miraculeuse de l'histoire humaine. La bataille de Waterloo 2.0 était devenue le symbole universel de la résistance contre l'oppression, enseigné dans toutes les écoles de la Confédération comme exemple suprême de courage et d'intelligence stratégique. Les descendants de Bonaparte continuaient de régner sur cet empire cosmique, mais leur pouvoir reposait sur le consensus démocratique plutôt que sur la force militaire. Chaque espèce membre de la Confédération élisait ses représentants au Sénat galactique, tandis que l'empereur servait de coordinateur suprême et de symbole d'unité. Les technologies développées, grâce aux révélations temporelles, avaient permis des avancées stupéfiantes. Voyages instantanés entre galaxies, communications télépathiques universelles, médecine capable de ressusciter les morts, agriculture dimensionnelle nourrissant des milliards d'êtres conscients. Mais par-dessus tout, l'humanité avait appris la leçon fondamentale transmise par cette aventure temporelle. L'union fait la force, même à l'échelle cosmique. Les petites rivalités terrestres paraissaient dérisoires face aux défis interdimensionnels, et cette prise de conscience avait unifié l'espèce humaine comme jamais auparavant dans son histoire. Et parfois, dans les moments de recueillement solennel, on pouvait encore entendre l'écho de cette phrase légendaire prononcée par le premier des Bonaparte avant sa charge finale contre les oppresseurs interdimensionnels. Du haut de ces dimensions infinies, 40 siècles d'avenir possible nous contemplent. Soldats, souvenez-vous que chacun de vos coups de sabre peut changer le destin de l'univers entier. L'histoire, enfin libérée des manipulations archontes, avait trouvé son cours véritable vers un futur radieux où la devise républicaine française résonnait dans toutes les langues de la galaxie. Liberté, égalité, fraternité universelle. Le rêve napoléonien d'un empire sans frontières était devenu réalité, mais sous une forme que même le génie corse n'aurait pu imaginer dans ses visions les plus audacieuses. Et voilà une autre histoire qui se termine. Alors, ça vous a plu ? Dites-moi en commentaire, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, avec un début, un milieu et une fin sans suite, abonnez-vous maintenant. Comme ça, vous ne manquez rien et il y aura toujours une nouvelle aventure à découvrir. Envie de soutenir et d'aider à proposer encore plus d'histoires par jour. Le PayPal est dans la description. Avec votre aide, je peux créer encore plus de contenu pour vous.